Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors je vous rappelle avant de commencer cette émission que ce numéro d'Immédiat est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Attentat islamiste à la préfecture, les médias en mode autruche. Alors que le caractère islamiste de l'attaque ne faisait aucun doute, les médias ont préféré surjouer la prudence. Désormais, ils font semblant de découvrir le problème de la radicalisation. Il y en aura pour tous les goûts dans la revue de presse cette semaine, avec notamment une énorme autocensure de France 3 qui n'a pas assumé d'avoir publié une grosse fake news sur l'incendie d'une église à Grenoble. Manif anti-PMA, la mauvaise foi des médias. Les médias ont tout fait pour minorer le succès de la manifestation des opposants à la loi bioéthique. Le Monde et Quotidien ont notamment démontré leur incompétence. Enfin, Jean-Yves Le Gallou reviendra sur le silence médiatique ayant entouré l'attaque récente de la Nouvelle Librairie. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, l'image de la semaine, c'est ce pot de Nutella. C'est ce pot de Nutella. Alors pourquoi ? Parce que Nutella s'est illustré en lançant une campagne de censure contre Éric Zemmour et en annonçant qu'il n'allait plus faire de publicité sur Paris Première à l'occasion des émissions de Zemmour et Nolo. Et même, ils ont même menacé de faire pression sur CNews également. Et ils ont même menacé de faire pression sur CNews où Éric Zemmour doit intervenir à partir du mois de novembre. Et d'ailleurs, je crois que ça tient pour l'instant, CNews tient bon. Pour le moment, CNews tient bon, mais nous avons là affaire à, c'est la marque Ferrero, nous avons affaire à des censeurs et évidemment, il faut dénoncer les censeurs. D'autant plus que c'est un produit qui est extrêmement contestable. Plus de 50% de sucre. Plus de 15% d'huile de palme. Le sucre, c'est l'obésité. L'huile de palme, c'est l'obésité. L'huile de palme aussi, c'est une des causes de la déforestation. Et puis, il y a des noisettes dont beaucoup sont, semble-t-il, cueillies en Turquie par des enfants mineurs. Alors vraiment, il faut de l'appétit pour avaler ce truc-là. Et personnellement, je pense que la place de ce produit, c'est plutôt ici. Et puis, il faut quand même que les censeurs puissent comprendre que la censure, ça peut aussi coûter de l'argent. Très bien. Alors, ce qui est effectivement à noter, c'est qu'il y a Nutella qui a lancé cette campagne de censure, on peut l'appeler comme ça. Hein. Campagne de censure par la publicité, par l'argent. Et il y a d'autres annonceurs, comme par exemple la Maïf, qui se sont lancés dans la roue de Nutella. Donc, Et voilà, tirez-en aussi les conclusions pour la manif. Et puis, la Maïf pour la manif. Ouais. Et puis, chers amis, vous comprenez pourquoi nous avons besoin de vos dons pour faire tourner TV Liberté, parce que nous n'avons pas de publicité et nous ne pourrions pas d'ailleurs en avoir si nous en souhaitions. Donc, on compte sur vous. Ce jeudi 3 octobre a lieu un nouvel attentat islamiste en France. Michael Harpon, musulman d'origine antillaise, habilité secret défense au sein de la préfecture de police, a tué 4 agents de la préfecture et en a blessé 2 autres à l'aide d'un couteau. Alors si aujourd'hui le caractère islamiste de l'attaque ne fait plus aucun doute, eh bien le gouvernement et les médias ont joué un peu les autruches pendant de nombreuses heures alors que des indices graves et concordants existaient sur la nature islamiste de cet acte. Alors l'Observatoire du journalisme revient sur cette frilosité dans un article très complet.
et cite plusieurs médias, comme par exemple BFM, qui ont relayé la parole gouvernementale complaisamment. Cet homme n'a jamais présenté de difficultés comportementales, affirme Christophe Castaner. Puis on a par exemple, parmi d'autres médias, Le Télégramme, qui trouve que les motivations du tueur sont encore mystérieuses. Et en fait, c'est une dépêche AFP. Dans cette dépêche AFP est aussi mentionné le profil de l'assaillant. Alors, on apprend qu'il s'est converti à l'islam il y a 18 mois, mais on apprend aussi qu'il souffrait de surdité, que c'était un employé modèle sans histoire, selon le secrétaire régional du syndicat de police Alliance, et même un autre syndicat de police qui déclare qu'il s'agit d'un drame purement humain qui n'a rien à voir avec le métier de policier, qui aurait pu se produire dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel lieu de travail. Donc j'arrive, on a une dépêche AFP qui minore complètement. Alors c'est très intéressant, parce qu'on trouve toujours le même type de dépêche AFP pour ce type d'événement. Toujours. Alors d'abord, on peut dire que l'AFP, là, s'avance beaucoup, parce qu'ils publient leurs dépêches avec des informations qui vont s'avérer toutes inexactes. Tout inexact, puisqu'il y a effectivement une motivation islamiste, c'était pas un employé modèle. Oui, c'était pas converti il y a 18 mois auparavant. C'était pas converti il y a 18 mois, le seul truc qui est vrai, c'est qu'il était sourd. Bon, d'accord. Mais donc c'est une dépêche AFP qui balance à tout le monde, des informations fausses, non vérifiées. Et ils refont ça à chaque fois. Comment ? Alors, ils peuvent dire que c'est sourcé, parce qu'ils donnent la parole à des syndicalistes. Mais comment ça fonctionne ? L'AFP a un certain nombre de correspondants. Il peut en avoir à la RATP, il peut en avoir à la SNCF, il peut en avoir dans la police, dans les hôpitaux. Mais les correspondants de l'AFP, ils sont toujours choisis pour leur conformisme et le politiquement correct. Donc quand il y a un événement, ils ne prennent pas officiellement à leur charge ce qu'ils disent. Ils citent des interlocuteurs, mais des interlocuteurs qu'ils ont évidemment choisis au préalable pour leur conformisme. Et c'est pour ça qu'on retrouve à chaque fois la même soupe, en quelque sorte. La même soupe informationnelle. Alors le problème dans cette histoire, c'est que de nombreux indices existaient sur la radicalisation du tueur. Et comme souvent, il fallait se tourner soit vers l'étranger, par exemple le Daily Mail, ou alors vers des médias alternatifs, comme par exemple l'Incorrect, pour avoir des informations sur ce profil inquiétant. Du coup, finalement, les médias sont rendus à la raison, puisqu'on a par exemple le Sud-Ouest qui auparavant déclarait que la thèse de l'attentat que certains au Rassemblement national ont aussitôt répandu a été évacuée. Donc finalement, a changé son article, et comme beaucoup de médias, a déclaré que la piste d'une radicalisation était privilégiée. Donc ça, c'était le 5 octobre. Donc j'arrive, pourquoi ce silence des médias pendant de nombreuses heures, pendant quasiment 24 heures tout simplement. La logique, c'est de gagner du temps. Ça pourrait être de la prudence, mais c'est pas de la prudence, puisque on met en avant une hypothèse, on met en avant des explications. On pourrait d'ailleurs mettre en avant ces hypothèses-là, mais mettre aussi les autres hypothèses en avant. Donc c'est pas de la prudence. Si c'était de la prudence, on pourrait comprendre. C'est pas de la prudence. Donc l'idée, c'est de gagner du temps. On gagne du temps parce que plus le temps s'écoule, moins un événement a d'impact. Encore que cette affaire continue d'avoir un impact une semaine après. Et puis, les médias sont les relais du pouvoir. Ce sont les relais du pouvoir Macron de manière de plus en plus servile. Parce que c'est normal de donner la parole au gouvernement, mais ça n'interdit pas tout de même d'être un peu critique, voire de donner un point de vue complémentaire ou contradictoire. Et là, dans le gouvernement, ce qui a été noté par certains médias, comme par exemple Le Point, qu'il y a eu des pressions qui auraient été exercées par le gouvernement ou l'institution de la préfecture contre des employés pour éviter d'affoler les gens. On a par exemple Le Point qui déclare que des pressions auraient été exercées sur les membres de la DRPP pour passer sous silence les alertes passées concernant l'islamisme du tueur. Ou encore sur Europe 1, Noam Anwar qui déclare que l'institution a essayé d'occulter l'attitude de radicalisation de l'assaillant. On a voulu nous forcer la main pour nous orienter vers la piste de la démence et de la folie passagère. Et il a évoqué des pressions. Alors, il y a aussi, à la fois de la part du gouvernement et de la part des médias, la crainte que les Français finissent par ouvrir les yeux sur le danger de l'islamisation. Et puis, il y a aussi la crainte d'être accusé d'islamophobie, parce que quand on pose les vrais problèmes, comme l'a fait Zemmour,
on a le ciel qui vous tombe sur la tête. Donc il y a tout ça, il y a l'opportunisme. Vous voulez dire que l'accusation d'islamophobie, c'était une crainte qui aurait pu justifier le délément de l'affaire? Je pense que ça les conduit aussi à avoir peur, quoi. Voilà. Alors sur l'attitude des médias, et pour enchaîner sur le cas Apathy, bien, je vous propose, Jean-Yves, de regarder cet extrait d'un échange entre Jean-Michel Apathy et le député Collard sur LCI à propos du rôle des journalistes dans le traitement de cet attentat. Les journalistes sont de peu d'importance dans ce dossier. Tout le monde... non, non, trop facile. Oui, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Non, vous n'allez pas vous casser comme ça, c'est trop facile. Non. Les journalistes, comme les hommes politiques, comme moi, comme les autres, nous avons tous notre part de responsabilité. Dans un débat d'une grande... Et Jean-Michel Apathy ne s'est pas illustré seulement en fuyant un petit peu la responsabilité des médias dans le traitement de cet attentat. C'est également illustré sur Twitter, où au cours d'un échange avec des internautes, il répondait à la question d'un tweetos, enfin pas la question, mais à l'affirmation d'un tweetos. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais il semblerait que l'islam soit une grosse fabrique à déséquilibrer. Et le journaliste de répondre, et alors, que faire? Interdire l'islam en France? Donc là, Jean-Yves, on a quelque chose d'intéressant. Par son et alors, il reconnaît, Apathy lui-même reconnaît que oui, il y a un problème quand même avec l'islam, parce que deux choses une, ou c'est des terroristes, où il y a beaucoup de terroristes, en tout cas, parmi ces milieux-là, ou pourquoi sont-ils tous déséquilibrés? Il y a quand même un souci, quoi. Ouais. Mais c'est assez beau de voir Jean-Michel Apathy qui reconnaît qu'il y a un problème avec l'islam. C'est sans doute un lapsus de sa part. Alors, il va plus loin. Pour lui, il propose des solutions. Pour lui, la solution, c'est d'intégrer l'islam à la République. C'est une nécessité. Et il déclare « Cela doit nous conduire à réformer profondément la loi de 1905, l'État doit construire des mosquées et former des imams. » Oui, alors là, ça c'est extraordinaire parce que ce discours-là, ça fait 40 ans qu'on l'entend et 40 ans qu'on le pratique. Alors s'agissant des constructions de mosquées, on en a construit absolument... oui, mais elles n'ont pas été financées par l'État. Partout. Alors, si, souvent financées par les communes sous forme de bail en fait, oui. C'est-à-dire qu'on leur donne le terrain gratuitement. Souvent financés par les communes sous la forme de subventions à des associations culturelles, soi-disant culturelles, et quand c'est pas financé par les contribuables, c'est financé par l'Arabie Saoudite ou le Qatar. C'est-à-dire que si les mosquées n'avaient été construites qu'avec l'argent des fidèles, il n'y en aurait pas eu. Voilà. Donc elles ont été financées soit par l'argent étranger, soit par l'argent des contribuables français, ce qui n'est acceptable ni dans un cas ni dans un autre. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas construit de mosquée. On ne peut pas dire que le discours, il faut les intégrer à la République, on ne l'a pas tenu, ça fait 40 ans qu'il est bégayé. Alors, ce discours tenu par Jean-Michel Apathy sur Twitter, eh bien, il a choqué plusieurs personnes, dont par exemple Judith Wentrop du Figaro, qui a accusé le journaliste de recourir à des arguments islamo-collabos, donc un terme qui a fait bondir l'intéressé, qui répond « Je suis un républicain, rien d'autre ». Donc que penser de ces échanges de noms d'oiseaux un petit peu? Je pense que c'est assez intéressant de voir que le terme islamo-collabo, qui a été beaucoup lancé au départ, je crois, par Riposte Laïque, et bien maintenant, et de Pierre Cassin, de Christine Tazin, il est maintenant passé dans le vocabulaire commun, en tout cas chez certains journalistes un peu acérés, justement, comme Judith Wentrop. On voit qu'il y en a de plus en plus de journalistes acérés sur cette question-là, parce que c'est un terme qui est nouveau, Jean-Michel Apathy le reconnaît, d'autres comme David Perrotin le reconnaissent. Le pauvre petit, ça le fâche quand même. Ça l'étonne le pauvre petit Apathy. Eh oui. Est-ce qu'on peut dire aussi d'une certaine manière que cette prise de position de Jean-Michel Apathy public, en tant que journaliste, elle est étonnante ou elle est révélatrice de quelque chose de plus large? Je pense qu'il dit un peu tout haut, et puis avec sa faconde, sa faconde. Il est direct au moins. Oui, il est ce que beaucoup pensent, quoi. Mais lui, il y va en première ligne, quoi. Il aime bien la polémique quand même. Alors, puisqu'on parle de polémique, eh bien, il y en a une qui a suivi cet attentat, c'est les débats sur la radicalisation qui ont eu lieu sur tous les plateaux d'émissions de débat. Alors, Jean-Yves, je vais vous montrer deux extraits de vidéos que je vais vous laisser analyser. Dans ce premier extrait, on évoque l'imam d'une mosquée fréquentée par le terroriste. Cet imam qui était très radical et qui a officié durant l'année 2017 uniquement. 2014-2015, il était imam de la mosquée de Sarcelles.
que les responsables de cette mosquée sont venus me voir à l'époque pour me dire il pose des difficultés, il a des prêches qui ne fonctionnent pas, on ne peut plus le garder, il faut le faire partir. Et le préfet de l'époque nous dit oui, effectivement, il y a une difficulté sur cet imam, nous allons prendre, ce qui est rare en France, hein, une OQTF, une obligation de quitter le territoire français contre un imam. C'est rare. Quand on y arrive, c'est qu'on considère que le dossier est lourd et qu'on doit l'expulser. Alors Jean-Yves, a priori, cet imam s'est fait expulser. Ah ben pas du tout, pas du tout. Il a reçu l'ordre de partir. Évidemment, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. La majorité des gens qui reçoivent l'ordre de quitter le territoire français ne partent pas, ils restent. Et lui, dans son cas, c'est encore mieux, il a été régularisé. Il a obtenu des papiers... tout simplement parce que il s'est marié. On a dit maintenant qu'il est marié, il a le droit, il a un le droit enfant, de rester. il s'est marié. Voilà. Et c'est Christophe Castaner qui l'a annoncé. C'est Christophe Castaner qui le sait. Alors il dit, il a été décidé de lui accorder. Mais on ne sait pas par qui. Ouais, c'est qui ce il, oui. Qui est ce il? Qui est ce il? Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que c'est le ministre? Et qui est ce il? Voilà. Ouais, c'est une question à Vraie poser. question là. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est ce coup de projecteur médiatique qu'on voit et qui révèle des choses qui étaient un peu cachées auparavant. Je crois que ça révèle à la fois l'ampleur de la radicalisation dans les milieux musulmans et notamment dans les milieux des religieux musulmans, des imams religieux. Ça révèle aussi ce que les Français n'imaginent pas, que quelqu'un qui reçoit l'ordre de quitter le territoire français, il ne le quitte pas, et qu'en plus on le régularise après. Voilà. Alors il y a d'ailleurs des raisons à ça, c'est que derrière tout ça, il y a souvent des décisions prises par les juges qui surinterprètent la Convention internationale des droits de l'homme, qui surinterprètent la Convention internationale des droits de l'enfant et qui donnent des droits à rester en permanence sur le territoire français à des gens qui n'ont rien à y faire, qui sont des clandestins, mais qui sont protégés, notamment, il faut bien le dire, par les juges. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que après cet attentat, les médias ont décidé de placer un petit coup de projecteur sur un dossier qu'ils avaient soigneusement évité avant, et ça fait mal de voir la réalité crue. Alors, deuxième vidéo, c'est celle de Jean-Jacques Bourdin, qui a invité l'actuel imam de la mosquée de Gonesse, qui était donc fréquenté par le terroriste. Et dans cet entretien, l'imam nie fermement être proche des frères musulmans. Certains disent que vous êtes membre du Conseil théologique des musulmans de France, très bien, lié aux frères musulmans. Non, Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout, vous êtes sûr? A priori, Jean-Jacques Bourdin a mal bossé ses fiches. Hein, Oui, alors? Puisque Damien Rieu a révélé sur Twitter bien que cet imam sympathique qui nie son appartenance ou sa proximité avec les frères musulmans, eh bien, il est sur ses réseaux sociaux est montré en train de faire plusieurs fois le signe de ralliement des frères musulmans. Donc, il en est au moins proche idéologiquement, malgré ses... Et ça en dit beaucoup sur Bourdin, finalement. Alors, Bourdin, c'est extraordinaire, parce que Bourdin, vous le voyez quand il interroge Bardella, il est extrêmement offensif, agressif, etc. Oui, il coupe la parole, il remet en cause. Il coupe la parole. Là, il est tout gentil, tout mignon. Ouais, il a essayé de pousser imam. quelques critiques, mais c'est vrai que ça a été beaucoup moins dur que d'habitude. Et en plus, là, quand la personne nie le fait qu'il est proche des frères musulmans, il n'a pas la capacité de lui répondre en disant « mais si, vous l'êtes, la preuve ». C'est-à-dire qu'il ne bosse même pas ses dossiers, quoi. Enfin, il bosse plus ses dossiers dans certains cas que dans d'autres. Voilà, on peut le penser, oui. Passons à la revue de presse. Alors, Jean-Yves, ce mercredi a eu lieu en Allemagne un attentat antisémite. Qu'en pensez ? D'abord, c'est évidemment tout à fait regrettable et condamnable. Mais ce qui est frappant dans le traitement médiatique allemand d'abord, c'est la rapidité. Donc quelques heures après, on disait les choses. Et d'ailleurs, c'est assez normal parce que le mode opératoire et les éléments il y a eu des images qui ont été disponibles vite permettaient disponibles. effectivement de dire que c'était un attentat antisémite et commis en l'occurrence par un Allemand. Simplement, il y a tout de suite eu un petit biais, c'est-à-dire au lieu de qualifier simplement l'attentat d'antisémite, ce qu'il est, attaquer une synagogue, effectivement, c'est tout à fait antisémite, on a élargi un peu le spectre en parlant d'extrême droite.
donc dans une sorte d'amalgame, de façon à sans doute espérer recueillir des bénéfices politiques contre le mouvement AfD qui lutte contre l'immigration, et alors qu'il va y avoir des élections importantes en Allemagne dans quelques parce que semaines. ce mouvement-là est également désigné comme étant l'extrême droite. Donc là, on a eu une réaction rapide, ce qui est normal. On a eu tout de suite un élargissement du spectre par amalgame. Voilà. Alors, l'affaire est reprise en France au moment où nous parlons de manière assez... on va dire que c'est pas encore devenu le grand événement pour les médias français, mais nous sommes le jeudi matin quand nous enregistrons. L'attentat a eu lieu mercredi, donc il va peut-être y avoir d'autres développements. Tous les médias en parlent malgré tout. Tous les médias en parlent, mais c'est pas le seul sujet qui efface le reste à l'heure où nous parlons. Autre sujet, celui d'une censure opérée par la plateforme Netflix qui propose des films et des séries en ligne. Concernant la série South Park, cette série qui est une série corrosive qui attaque parfois de front certaines minorités, Netflix propose la série South Park à la diffusion, sauf que plusieurs internautes, dont un certain Gordon le FDP, ont noté qu'il y avait des épisodes qui manquaient. Ça a été confirmé par le site Numérama, qui a relevé que 10 épisodes sur 78, c'est quand même conséquent, étaient indisponibles. Alors, Check News s'est aussi intéressé à la question. Et Netflix a d'abord déclaré qu'il manquait des épisodes qui étaient considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales, donc le CSA en l'occurrence, sauf que Check News a interrogé le CSA qui a dit « non, nous, on n'a pas connaissance de ça, il y a 2 épisodes qui posaient problème, on a juste dit qu'il fallait les passer de moins de 10 à moins de 12 ans, en restriction. » Et Netflix s'est fendu d'un deuxième tweet de correction en disant finalement que les épisodes n'étaient pas disponibles tout simplement parce que seuls certains épisodes avaient été proposés par les ayants droit. Voilà. En toute hypothèse, alors c'est intéressant parce que là on a un phénomène de censure. Pour des vidéos qui ont été enregistrées il y a à peine une dizaine d'années, donc qui sont assez récentes. Oui, c'est encore le cas actuellement. Donc on a un phénomène de censure, et sur un média qui est en train de se développer très rapidement, puisqu'au fond Netflix aujourd'hui remplace la télévision, en particulier pour les jeunes générations. Ouais. Bon, et donc c'est un nouveau média, mais qui va être et qui est déjà aussi contrôlé, aussi censuré. Mais qui fait même de l'autocensure, en fait. Qui fait de l'autocensure, qui fait de la propagande aussi sur d'autres films. Hein, oui. Voilà. Et donc, beaucoup de propagande, LGBT, etc. Il y a quand même une pression terrible entre la propagande d'un côté et la censure de l'autre. Il y a une pression absolument terrible. Alors, puisqu'on parle de censure, Jean-Yves, je vous propose de regarder une petite vidéo de Alain Finkielkraut. Nous sommes entrés dans l'âge très étrange de la presse muselante, c'est-à-dire une presse qui pourchasse la liberté d'expression, qui considère qu'on en fait trop usage, qu'il faut interdire parce que les pensées jugées criminelles. Oui, là je pense que Alain Finkielkraut reprend une thèse qu'a développée, que le premier à l'avoir développée, c'est Robert Ménard, qui il y a 7 ou 8 ans disait: les principaux adversaires de la liberté d'expression, ce sont les journalistes. Voilà. Donc c'est très bien que Finkielkraut reprenne cette thèse qui est juste, malheureusement, et qui est assez consternante, il faut bien le dire. Alors, exemple malheureux de cette thèse, effectivement, France 3 qui a censuré, s'est auto-censuré lui-même un article sur l'incendie d'une église à Grenoble. Dans son premier article, il accusait l'extrême droite de fake news en déclarant que l'incendie de cette église était accidentel. Sauf que, récemment, on a appris que c'était un acte criminel, qui avait été revendiqué d'ailleurs par les milieux antifa. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article originel est censuré, n'existe plus. On en a fait l'expérience, on a été sur Google, on a tapé le titre de l'article. On a bien le lien qui apparaît, mais lorsqu'on clique dessus, l'article n'existe plus, il a été supprimé. Alors, il existe un site qui permet de voir des pages Internet qui ont été supprimées. Donc, on a été le consulter. Effectivement, il est toujours là. Non, l'église Saint-Jacques de Grenoble n'a pas été incendiée volontairement en janvier. Donc ça, c'était avant la révélation de l'acte criminel. Et dans cet article, on peut lire
2 experts ont conclu à un incendie accidentel causé par un défaut électrique dans la charpente, rappelle le procureur. L'enquête est toujours en cours, mais rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel. D'ailleurs, dès le début des investigations, la piste accidentelle était privilégiée. Oui, alors ça, c'est l'histoire au début, c'est un accident électrique dans la charpente. Par parenthèse, ça rappelle ce qu'on a dit pour Notre-Dame. Ah, on ne sait toujours pas d'ailleurs. L'enquête, apparemment, on n'a pas beaucoup avancé sur les causes réelles de l'incendie de Notre-Dame, qui était finalement infiniment plus grave que celui de cette église. Mais pour cette église, on a d'abord dit c'est accidentel. On a dit ceux qui disent que c'est pas accidentel, ce sont des fake news de l'extrême droite. Et puis, bah oui, c'est pas accidentel, effectivement, c'est criminel. Ouais, c'est comme ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est l'autocensure. C'est l'autocensure, c'est le mensonge d'abord, l'imprudence, l'autocensure. Bon, mais il faut dire que la cérémonie des bobards approche. C'est en février. Et je pense que il y a déjà des gens qui commencent à se placer. Il faut les comprendre quand même. C'est pas mal. C'est un très beau trophée quand même. Voilà, il y a de la motivation. Il y a du lourd, effectivement. Alors, dernière chose, je voulais vous montrer, Jean-Yves, cette vidéo de Geoffroy Lejeune concernant le débat sur l'immigration. Le défi démographique et de l'immigration est sans doute un des plus gros défis qui nous attendent dans les décennies qui viennent. Il va falloir, à mon avis, tout mettre en œuvre pour limiter et stopper l'immigration en France. Je pense aussi arrêter le regroupement familial, et surtout rendre efficace enfin la politique de reconduite des étrangers qui sont déboutés. Bref, c'est global, mais à l'intérieur de cette globalité, je pense qu'en fait, il va falloir remettre en cause le droit du sol, en effet. Alors, c'est très intéressant parce qu'en quelques secondes, Geoffroy Lejeune dit à peu près l'essentiel du sujet. Donc, c'est très, très percutant, très pertinent. Ceci étant, on peut être inquiet parce que si la Maïf, Nutella, Ferrero et quelques autres réussissent leur opération de censure par l'argent qu'ils ont engagé comme Éric Zemmour, eh bien, à terme, on ne pourra plus entendre ça non plus sur les radios et les télévisions. Et ça, c'est quand même très, très préoccupant. Passons au deuxième sujet, manif anti-PMA, la mauvaise foi des médias. Ce dimanche 6 octobre à Paris, les défenseurs de l'ordre naturel étaient dans la rue face à un projet de loi bioéthique dont les implications ont inquiété énormément de personnes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Yves, regardez qui était l'invité du JT du service public le soir même et la qualité de la question posée. Aujourd'hui, vous l'avez vu, les opposants à la PMA pour toutes étaient dans les rues à Paris. Est-ce que vous diriez que les choses sont apaisées désormais? Elles cristallisent toujours, on le voit, mais que finalement, le sens de l'histoire, qui est le vôtre, pas le leur apparemment, ça se passera plus tranquillement finalement. J'en suis persuadée. Il y a plus de paix dans la société. Je crois que de nombreuses personnes ont compris qu'il s'agissait de reconnaître des libertés qui étaient dues et non reconnues. Alors, d'abord, première remarque, les images de manifestation ne sont pas en couleur. Ouais, en arrière-plan, effectivement. En arrière-plan, elles sont en noir et blanc. C'est évidemment beaucoup moins majoratif et c'est même péjoratif. Voilà. Donc ça, première manipulation. Deuxième manipulation, quand il y a une manifestation, on verra que c'était une grande manifestation, si on traite le sujet sur le JT, on invite un représentant de la manifestation. Bon, là, c'est une partie à part pour présenter le nouveau livre de... On n'invite pas tout le monde pour présenter les livres. Les livres, il en paraît 40 000 par an. En tout cas, elle a été interrogée sur le sujet. On n'invite pas tous les gens qui sortent des livres. Non, c'est un prétexte. Donc, à la limite, on aurait pu peut-être inviter aussi Madame Taubira ou Madame Belloubet ou Madame Buzyn, je ne sais pas, en même temps que un représentant de la manifestation, mais n'inviter qu'un adversaire et lui poser des questions complaisantes, c'est vraiment un traitement de pure propagande de la part du JT de France 2, payé par les contribuables. Alors, je suis un petit peu... Je pense que son invitation était pour son livre qui sort. Donc voilà, ils lui ont posé la question, mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, la question était extrêmement complaisante. C'était de se parler du sens de l'histoire, etc. C'était ça, plus l'arrière-plan noir et blanc, c'est effectivement problématique. Tout y est, quoi. L'arrière-plan noir et blanc, le sens de l'histoire, et le fait qu'on donne la parole. Il y a une manifestation, on donne la parole aux adversaires de la manifestation. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Alors, la manifestation a été un véritable succès, malgré tout ça. Elle a été massive, mais évidemment, la guerre des estimations a fait rage.
Alors, selon les manifestants, ils étaient 600 000. Selon la préfecture, 42 000. Et selon le cabinet Occurrence, qui est donc mandaté par plusieurs médias pour réaliser un comptage objectif, en théorie, 74 000. Mais ce comptage de la société Occurrence a fait débat. Pour Albéric Dumont, sur Spoutnik, il y a des accointances entre Occurrence et le camp Macron au sens large qui sèmerait le trouble. Valeurs Actuelles s'est interrogé, le cabinet d'études Occurrence est-il Macron compatible? Et Check News s'est aussi posé sur la question en déclarant que finalement il n'y avait pas de compatibilité absolue entre les, même s'il y avait quelques à la marge quelques accointances. Jean-Yves, que penser de ce cabinet Occurrence? On a tendance à donner maintenant dans les médias soit le chiffre de la police, soit effectivement le chiffre de ce cabinet que les médias ont chargé de faire ces chiffrages et paient. Donc le cabinet Occurrence, il est quand même média compatible. Voilà. Et effectivement, on voit qu'il y a quand même des sympathies plutôt macronistes. Bon, ceci étant, ils utilisent une technique de comptage par film, et donc on peut dire que globalement, leur chiffre doit être assez juste. Ils minorent forcément par nature. Ils minorent par nature parce que les images ont été prises à l'angle de convergence des deux manifestations, enfin des deux itinéraires. Et donc, ils n'ont pas vu les gens qui étaient là au début et qui n'ont pas marché. Il y en a toujours beaucoup dans les manifestations. Et les gens qui sont arrivés directement sur place avant de passer, de faire le défilé. Donc, le chiffre qui donne de 74 000 est évidemment inférieur à la réalité. Je pense qu'il y avait forcément plus de 100 000 personnes, ce qui est une manifestation tout à fait considérable. Je note d'ailleurs que ça a été reconnu par Jean-Yves Camus, qui déclarait que le chiffre de 100 000 manifestants était plus que plausible. Pardon. Donc c'est effectivement le chiffre de 100 000 est un minimum a priori. Je pense que c'est un minimum, absolument. Alors, 40 000, 75 000, 100 000 ou même 600 000, quel que soit le résultat, de toute façon, ça aurait été la même chose pour les médias. Ils auraient tenté de le relativiser. Ça a été le cas encore pour cette manifestation avec, par exemple, BFM. Et leur objectif, c'est de rassembler le plus de personnes possible, plusieurs centaines. Donc, vous le voyez sur ces images, ils vont se mettre très vite en direction de Montparnasse. Et on a également 20 minutes qui parlent de rangs clairsemés dans la manifestation et de seulement 74 000 personnes. Oui, alors les rangs clairsemés, non. La manifestation, au contraire, était très, très dense, très dense. Et il y a d'ailleurs eu, on l'a dit, 2 itinéraires, alors qu'au départ, la préfecture de police n'en avait envisagé qu'un. Donc, c'est tout sauf clairsemé. Et puis, alors, il dit seulement 74 000. Alors, c'est intéressant de voir, là, on est dans le chiffre d'occurrence, dont on a dit tout à l'heure qu'il était inférieur à la réalité, mais c'est un comptage. Bon. Le patron d'occurrence, dont on a vu qui est payé par les médias, qui est quand même pas un fanat de ce genre de manifestation, vraisemblablement, a dit je comprends pas qu'on ait dit cela parce que c'est le plus grand comptage qu'on ait fait. Ouais. Hein, ils avaient fait un comptage, d'autres comptages, ils en ont fait un notamment pour une manif pour le climat. La marche pour le climat. La marche pour le climat, ils avaient compté, je crois, 50 000 personnes. Donc il dit, je comprends pas ça. Il comprend pas à la fois ce que disent les médias et la critique de son organisation par les organisateurs de la manifestation en disant mais non, c'est quand même beaucoup de monde. Ouais. Voilà. Alors il n'y a pas que 20 minutes et BFM, également LCI, c'est assez incroyable, sur son site internet, écrit « Plusieurs personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. » Donc plusieurs personnes, c'est quand même... faut l'oser celle-là. Oui. Alors là, on est dans le... Mais c'est systématique. Hein. Pour tout ce type de manifestation, en France ou ailleurs, c'est toujours la minoration. Ouais, voilà. Plusieurs personnes, c'est un peu c'est exceptionnel. Ils ont peut-être oublié centaines. C'est un stagiaire qui a été trop fort. Milliers. Bon, honnêtement, où on donne les 3 estimations, 40 000 selon la police, qui est là franchement fantaisiste, 75 000 selon Occurrence, 600 000 selon les organisateurs, qui est peut-être un peu gonflé, honnêtement, mais où on donne les 3 chiffres, où on donne au minimum plus de 100 000. À partir de et on souligne qu'il y a eu une belle mobilisation. Voilà, c'est les faits.
Alors, Le Monde, le journal de référence, n'est-ce pas, titre sur quelques... De référence de la désinformation. Ah, mais oui. De référence, en tout cas, Ouais. c'était le journal de référence il y a quelques temps, qui titre quelques dizaines de milliers de personnes, simplement. Donc là, je crois, Jean-Yves, que vous avez un élément à charge contre le journal de référence de la désinformation. C'est tout oui, voilà. Là, j'ai la page qui n'est pas complète, hein. La page qui n'est pas complète, consacrée par Le Monde à la manifestation contre la PMA. Et vous voyez une photo qui ne montre pas du tout la foule, mais qui montre un petit groupe au départ un plan serré, devant le Panthéon en plan serré. Et là, j'ai Le Monde qui parle de... Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. Donc là, il y a une page complète, donc il y a une surface plus importante. Il y a une photo qui a une surface plus importante, et où on a l'impression qu'il y a plus de monde. C'est-à-dire, dans un cas, Extinction Rebellion, il y a un happening de quelques centaines de personnes, qui a un traitement médiatique beaucoup plus important et beaucoup plus majoratif qu'une manifestation de plus de 100 000 personnes. Eh bien là, vous avez un résumé parfait de la désinformation selon les grands médias de propagande et selon Le Monde en particulier. Alors, Le Monde avait justement dépêché sur place Christophe Ayad, qui est grand reporter, Jean-Yves. Alors, Christophe Ayad, grand reporter, respect. Hein. Respect, formé par le Centre de formation des journalistes, prix Albert Londres. Respect. Et donc, il était sur place et il a tweeté une photo d'un véhicule de l'Ordre de Malte avec le texte suivant. L'Ordre de Malte participe à l'organisation et au service d'ordre de la manifestation contre l'extension de la PMA. Alors ça, c'est un tweet de dénonciation. Il dit, il balance l'Ordre de Malte. Ah, les salauds, ils participent au service d'ordre. En fait, c'est surtout, c'est pas l'Ordre de Malte qu'il faut dénoncer. C'est, pardon de le dire, cet imbécile de Christophe Ayad, puisque dans toutes les manifestations, il y a une sécurité civile qui est prévue et qui est confiée par l'État d'ailleurs, en liaison avec les organisateurs, soit à la Croix-Rouge, soit à la Fédération nationale de protection civile, soit à l'Ordre de Malte. Voilà. Oui. Donc ils remplissent là une mission de service public qui pourront d'ailleurs remplir pour d'autres, qui remplissent pour d'autres manifestations. Oui, mais même des manifestations favorables à la PMA par ailleurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Ils assurent aussi la sécurité des Gay Pride. Voilà. Alors, notre grand reporter ne s'est pas arrêté là. Jean-Yves, je crois que... c'est pas Tintin, votre grand reporter, là. Hein. Je crois qu'il a fait fort, je vous laisse présenter ça. Oui. Alors, il nous explique... Ils se sont mis à 3 pour faire l'article. Hein. 3 pour faire l'article. Assez court, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, il nous explique que Marion Maréchal n'était pas là. Ben si, Marion Maréchal était là. Pas de chance. Il nous explique qu'il n'y avait qu'un évêque. Pas de chance, il y en avait 3. Il y en avait au moins 3. Il nous explique que les curés étaient tout seuls. Or, dans ce public-là, les curés, ils sont plutôt populaires. Enfin, c'est un tissu d'âneries. Alors, vous allez me dire, quand on voit une manifestation, on ne voit pas tout. Oui, ça aurait pu être 3 déjà. Ils étaient 3 d'abord, donc ils pouvaient aller dans 3 endroits différents. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, on sait qui est, puisque les gens sont photographiés, filmés, etc. Donc c'est vraiment nullissime, quoi. Il a eu le prix Albert Londres. Il a eu le prix Albert Londres. C'est sans doute pour ça, parce qu'il a eu le prix Albert Londres sur le Rwanda, et il a donc dû dire des choses qui correspondaient là aussi au politiquement correct attendu. En tout cas, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de mensonges pour Le Monde. Et autre média qui a été pris un peu la main dans le sac, c'est Quotidien. Alors Quotidien qui était présent, ils ont d'ailleurs été pris à partie par quelques militants extérieurs à l'organisation de la manifestation, mais ils se sont surtout illustrés avec un superbe bobard. On va regarder la vidéo tout de suite. Certains veulent généraliser le contrôle qualité de l'humain, faciliter la GPA, ouvrir la PMA post-mortem, et certains évoquent déjà la pluriparentalité. Ça devient la grande foire-fouille bioéthique. Cette dame qui dit donc n'importe quoi sur scène et qui a continué devant les caméras des journalistes. Puisque nous pourrons modifier le génome des embryons humains, nous pourrons fabriquer des embryons chimères, mi-animal, mi-homme. Blanche Trèbe, elle a dit des choses tout à fait justes. Et Salia Bracquia, elle aurait dû se documenter un petit peu. Parce que si elle s'était documentée un petit peu, elle aurait vu que la GPA, ça a été dans le débat.
Que la PMA post-mortem, ça a été dans le débat. Que la pluriparentalité, ça a été dans le débat. Et que les embryons chimères homme-animal, ça a aussi été dans le débat. Et justement, à ce propos, je propose qu'on écoute tout simplement Agnès Buzyn. Quant aux recherches sur les chimères animales, elles sont encore très préliminaires. Aucun projet n'a été présenté en France. Il n'est cependant pas souhaitable de les interdire compte tenu des perspectives thérapeutiques qu'elles pourraient ouvrir à terme. On a vu là, de manière quand même clinique, les mensonges de quotidien, bon, pas un truc très sérieux malgré tout, et les mensonges du monde qui n'est pas davantage sérieux. Et là, c'est plus grave parce que c'est considéré comme tel. Il y a encore un certain nombre d'imbéciles qui pensent que c'est le journal de référence. Ou d'imbéciles ou de gens qui ne regardent pas Immédiat. Donc, mission, mission à tous les téléspectateurs de répandre la bonne nouvelle. Voilà. Très bien. Alors Jean-Yves, pour finir cette émission, un coup de chapeau à la Nouvelle Librairie, tout simplement. Oui, alors la Nouvelle Librairie a subi une nouvelle agression. Ses vitres ont été cassées. Enfin, il y a une cagnotte donc pour les soutenir. Et il y a un éditorial extrêmement combatif sur le blog Éléments, le blog d'Éléments de la part de François Bousquet, le patron de la Nouvelle Librairie, qui dit, voilà, il est un peu dur. Hein. Pourquoi nous détestons les journalistes ? Parce que une librairie attaquée dans un pays de liberté, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et là, pour les médias, c'est une no-news. C'est la désinformation par occultation. On n'en parle pas. Heureusement, Bousquet a suffisamment de gnaque et de talent pour faire qu'on puisse en parler quand même, au moins sur les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. Eh bien, longue vie à la Nouvelle Librairie, c'est un endroit formidable. On y trouve beaucoup de livres, beaucoup de bons livres, et c'est aussi une manière de se réinformer. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.